À titre de président de Radio-Canada, j'ai l'honneur d'inaugurer officiellement la nouvelle station CBUF-FM et le plaisir de combler les désirs d'un groupe important de Canadiens d'expression française qui attendaient depuis longtemps. 50 ans de radio, c'est 50 ans d'anecdotes, d'histoires et de clins d'œil qu'on partage avec vous. Fidèles auditeurs de CBUF-FM, célébrez les 50 ans de votre radio. Eh bien, ça y est, lançons-les, ces célébrations. Le 1er décembre 67, à 17h précisément, CBUF, la radio de langue française de Radio-Canada à Vancouver, voit le jour. La station dessert alors 50 000 francophones dans la vallée du Bas-Fraser. Et pour la Société d'État, Vancouver devient l'occasion de concevoir une programmation locale qui s'arrime bien sûr au reste de son réseau pan-canadien. Et pour la communauté francophone d'ici, c'est l'aboutissement bien sûr de longues revendications afin d'obtenir une radio francophone qui lui ressemble. J'ai avec moi beaucoup de gens déjà. Ce n'est qu'une première table ronde. Il y en aura une autre avec d'autres un peu plus tard à 8h. Bonjour tout le monde. Je vais vous présenter, bien sûr. Bonjour. J'en ai au téléphone, j'en ai en studio. Bienvenue dans ce studio et bienvenue avec nous ce matin. Bonjour. 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 Vancouver. Alors, je vais vous les présenter. J'ai Denis Bouvier. Qui ne connaît pas Denis Bouvier? Il y a certainement... Ah oui, mais c'est vrai, Michel Mongeau ne connaît pas Denis Bouvier. Michel Mongeau, ben non, il ment, là, parce qu'on a travaillé ensemble pour le 25e anniversaire de la station. Voilà, donc... J'étais déjà plus là, j'avais déjà plus toute ma tête. Oui. Donc, Denis Bouvier, qui a travaillé à cette radio de 76 à 2009, c'est ça, hein, Denis, pendant plus de 30 ans, réalisateur à la radio française de Vancouver. 77. 77, j'ai 60, oui, ça commence bien. 77, 77. On vous doit quand même de nombreuses émissions spéciales, des centaines d'émissions culturelles, notamment Décibel, Chansons de toujours, CBUF Bonjour, bien entendu, et plus récemment, Le Pont des Arts. Brigitte Tessinière, bonjour Brigitte. D'abord été ce qu'on appelait à l'époque préposée aux relations publiques. Ça s'appelait comme ça. Adjointe aux relations publiques, avant de poursuivre sa carrière comme agent, puis chef des communications des services français de Radio-Canada à Vancouver pendant plus de 30 ans. Vous avez su tisser, bien sûr, des liens privilégiés avec les auditeurs et les communautés francophones de la province et du Yukon. Joyce Janvier, bonjour Joyce. Bonjour tout le monde. On est international quand même, hein? Joyce au Mexique ce matin. Il y a 25 ans, j'avais fait le reportage à la télévision sur le 25e de la radio avec mon collègue Denis Bouvier. Oui, un excellent reportage, Joyce, que j'ai revu récemment. Ben voilà, bon. Joyce, personnalité bien connue de la radio, de la télévision française à Vancouver, qui a fait carrière comme journaliste, animatrice, réalisatrice, une ambassadrice de cette vitalité artistique et culturelle d'ici, bien sûr. C'est d'ailleurs Côté Jardin qu'elle aura fait, c'est ça, Joyce, en 79, comme on le découvrira avec elle, avec vous d'ailleurs ce matin. Et vous êtes au Mexique, je le disais, ça vaut la peine quand même de le mentionner. Merci de prendre le temps avec nous, Joyce. Michel Mongeau, bonjour Michel. Bonjour Marie. L'une des premières voix à se faire entendre sur les ondes de la toute nouvelle radio française en 67. Vous avez été derrière le micro aux émissions du matin, du midi, du soir, puis plusieurs années après, vous poursuivez toujours une carrière à la télévision, au théâtre. Merci d'être avec nous ce matin au bout du fil à Montréal. Merci Michel. Et Tony Nigren, anglophone et francophile, né à Vancouver, un auditeur depuis toujours. Est-ce que je peux dire depuis toujours? Oui, je peux bien rappeler la mise en onde, si vous voulez. C'est ça. Vous vous souvenez de ça? Oui, à l'époque, j'étais étudiant à l'université Simon Fraser. Ouais. Je suivais les cours de français. Et avec l'arrivée de la radio française ici à Vancouver, il y avait la chance d'écouter la radio en langue française. Ouais. Et pour moi, à l'époque, la langue française est devenue une langue vivante. À ce moment-là, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça voulait dire, selon vous, ça, l'arrivée de la radio? Pardon? C'est ce que ça voulait dire, vous pensez, pour les francophiles ici, que ça ravivait la présence du français? Oh, bien sûr, parce que dans les rues, on n'entendait pas la langue française. Et à l'université, quand j'ai étudié la langue française, on a écouté la langue dans le laboratoire de langue, avec la répétition, les exercices d'oreille, la russe et rousse, etc.
That was another good one there. Il y a du vent, il y a du vin. Ah oui! Les choses comme ça, très intéressantes. La méthode Berlitz. Donc, ça a fait du bien. Audiolinguiste. C'est ça. Audiolingual. Michel, vous étiez là en 67. Qu'est-ce que ça voulait dire, justement, l'avènement de la radio française? Ben je peux pas le dire à la place des gens qui l'attendaient Bien tant sûr que que ça, non, mais oui. pour nous, c'était un choc parce que, vous savez, on était dans la foulée de l'Expo 67 à Montréal. Ça faisait 6 mois que les gens de la côte ouest nous avaient dans la face, dans les oreilles, Ouais. voyaient à la télé des images, rêvaient de nous en quelque sorte. Et là, ça a été le choc des cultures parce qu'on est arrivé un peu en martien et ou en rockstar. Les gens voulaient nous parler, voulaient nous voir. Etc. Puis, je sais pas ce qu'on a pu livrer, mais tu sais, moi, j'avais 20 ans. Et à 20 ans, on sait tout, on veut tout, Ouais. on se plante. Ouais. Alors, et j'ai l'impression qu'on a tout fait ça à la fois. Mais ça a été très excitant parce que il faut se rappeler qu'à ce moment-là, à Vancouver, c'était comme un grand village. Ça l'est peut-être encore pour ce que j'en sais, mais je pense qu'on peut plus faire de jaywalking. Dans Ouais. le temps, on pouvait. En tout cas, nous, les Franco, on se gênait pas, on le faisait. Tony parlait de boire le vent ou le vin. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de vin à Vancouver. Non, à cette époque-là. Très bien. C'était Oui. très difficile. Et puis, quand on en avait, c'était chez des Italiens et ils nous servaient le Chianti froid glacé. Mais c'est toutes sortes de chocs culturels de ce genre-là. Et pour les francophones qui nous attendaient, ben, il y avait comme, je dirais, 2 catégories. Il y avait des francophones canadiens et il y avait des francophones d'immigration assez récente, d'origine européenne. Et eux attendaient, comprenaient pas toujours ce français avec lequel nous, on arrivait. Ouais. Je vous dis pas qu'on parlait un français québécois, on parlait un français châtié, mais pour certaines oreilles européennes, ça glissait encore. Mais Ben déjà, oui. on devait être content d'entendre une voix propre à Vancouver aussi, qui faisait une différence de ce qu'on entendait qui Oui. venait de Montréal, bien sûr, Oui, aussi. oui, absolument. Ben Oui, oui, oui. mais tu sais, comme vous avez mentionné tout à l'heure, le matin, le midi et le soir, on était à l'antenne locale. C'est-à-dire, Pierre Perrault faisait le matin, André Vigent était là le midi, puis moi, je faisais on faisait chacun nos 2 heures à l'antenne, plus des reportages, parce qu'on était aussi des journalistes, etc. Et, à tout faire, vous savez ce que c'est. Oui. Et puis donc, mais tu sais, on n'arrêtait pas, là, mais ça parlait de Vancouver, enfin, pour une fois, et on avait aussi, à tous les jours, on était en réseau. Il y avait Transistor qui originait de Vancouver, qui était au réseau français tous les jours. Aussi. Donc, les gens de Vancouver étaient très fiers de ça, très contents. Oui. Et parce que pour la première fois, le réseau français fonctionnait. C'est-à-dire que depuis des années, il y avait un correspondant de Radio-Canada à Vancouver qui s'appelait Jacques Fontaine, qui faisait des reportages radio et télé et qui s'entendait et ne se voyait jamais parce que le réseau ne revenait pas à Vancouver. Donc, tout ce qu'il faisait, il l'envoyait de l'autre côté des Rocheuses et il se voyait pas, il s'entendait pas. Et pour la première fois de sa vie, enfin, les choses lui revenaient et il y en avait des échos, enfin, de la part de la population, parce que il avait beau parler d'eux, eux ne savaient pas que lui parlait d'eux. Ben non, c'est ça. Alors, c'est fascinant. D'ailleurs, j'ai Denis Bouvier qui arrête pas de me donner des photos de vous. Là, ici, j'ai une lettre qui dit « Voici les 2 visas pour Terre des Hommes que vous offre Transistor à l'occasion de l'été. Michel Mongeau se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi que votre invité, une agréable journée sur les îles du Saint-Laurent, journée que nous espérons remplie d'événements. » Denis Bouvier a tout gardé ça. Alors, si vous voulez retrouver de vos archives, J'étais là, auditeur. appelez Denis Bouvier. Il va vous envoyer plein de choses. Justement, elle était à l'hôtel Vancouver, cette radio-là. On l'a déménagée, bien sûr. Elle a beaucoup changé au fil des ans. Denis, vous êtes arrivé en 77. Ça fait 40 ans, oui. Ouais, déjà. Et à quoi ressemblait la radio de Radio-Canada 10 ans plus tard, sa création? Il y avait déjà, il y avait beaucoup de, il y avait l'impulsion première donnée par tous ces jeunes de Montréal qui étaient vraiment, qui aimaient la musique, évidemment, qui découvraient la côte ouest. Mais à cette époque-là, disons que celui qui faisait le lien avec la première équipe, c'était Christian Bernard. Oui. Michel, tu te souviens de Christian? Oui. Et le grand Christian, lui, c'était vraiment, pour moi, l'esprit de la côte ouest. Et souvent, on le retrouvait plus souvent sur les plages qu'à écouter les plages musicales. Non, enfin, sans rancune, Christian. Mon premier show que je devais réaliser avec lui, le 22 août 77, ben, il n'était pas là, Christian.
Ah ouais, hein? Non, il Moi, était... Kennedy, se souvient c'était un de ça. parfait gentleman. il faisait très beau, alors il n'était pas là. Mais je l'adore quand Ça même. se pourrait plus aujourd'hui, ça. Et vous avez passé un extrait d'ailleurs d'une conversation que j'ai fait avec lui à son départ, à sa retraite cette semaine. Oui, Vous c'est avez vrai, dans passé les des extraits. belles capsules que oui, notre puis on a archiviste entendu Marie-Laure également Tessier a la musique Thème et Pierre Perrault avec Radio Transistor. fait. Bon, alors, moi, j'ai entendu Vancouver la première fois. J'étais sur la ferme de mon père à Saint-Jude, près de Saint-Hyacinthe, à Montréal, là, pas loin. Et j'écoutais Radio Transistor dans ma grange. Et c'est comme ça que j'ai écrit, là, j'ai retrouvé ça la semaine dernière dans mes archives. Ben, c'est extraordinaire. Vous conservez tout, Denis Bouvier, il faut le dire. Là. Hein? Et puis, pour répondre à ta question, donc Christian était comme celui qui faisait le pont avec la première équipe, l'esprit qui existait dans la station. Ouais. Et moi, je suis arrivé ici pour célébrer le 10e anniversaire de la station. Ouais. Et hier soir, on était avec Michel Rivard, n'est-ce pas, au Playhouse, ici, pas loin. Et j'ai invité, moi, pour célébrer le 10e, avec l'aide de l'équipe de Jacques Bayot, qui était à ce moment-là avec Brigitte. On a invité Sol, Marc Favreau, et puis un franco-ontarien qui était populaire à l'époque, Robert Paquette. C'est incroyable. Ça en faisait des choses aussi. Hein. Vous avez réalisé plein de choses. C'était pour le réseau, ça. On avait des sous qui arrivaient de Montréal pour nous permettre d'avoir des productions réseau. On va écouter un extrait d'une voix que vous reconnaîtrez. Cette guerre fut pire que toutes celles conduites par Louis XIV, votre roi. Aucun être humain n'y fut étranger, qu'il fût des confins les plus reculés de la terre. De l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique, des terres australes, des Amériques, des crimes atroces furent commis, des crimes inimaginables. Des peuples entiers furent décimés, dispersés. Ça, c'est la voix de Joyce. Hein? Joyce, vous vous souvenez peut-être de ça? Ça s'appelait Les Barricades Mystérieuses. C'était réalisé par Guy Bulchozer, si je prononce bien le nom. Parce que Joyce, vous avez été comédienne avant toute chose et vous êtes devenue animatrice par la suite des choses. Un parcours que je connais, je dois dire. Ouais. Et comment c'était cette arrivée pour vous à la radio, Joyce? Bien évidemment, entrer dans l'univers des dramaturges comme comédienne, c'était rêvé. À l'époque, à la radio, il y avait de l'argent pour réaliser des dramatiques radio. Et on en faisait à Vancouver. Denis Bouvier, d'ailleurs, a réalisé certaines de ces dramatiques. Alors, c'était magnifique parce qu'il y avait des productions locales. Ça dépassait la production qui était des émissions où on entendait parler les gens, des émissions comme l'émission du matin. Donc, pour moi qui étais comédienne, j'avais terminé l'école de théâtre à Sainte-Thérèse de Blainville et j'étais jeune comédienne. J'étais venue à Vancouver pour apprendre l'anglais. Ça m'a permis et ça m'a donné une entrée à Radio-Canada. Puis plus tard, je suis devenue journaliste. Mais c'était vraiment magnifique d'avoir la chance de travailler dans un univers aussi créatif et à l'ouest des Rocheuses. Parce qu'on parle beaucoup de l'autre côté des Rocheuses, puis c'était vraiment ça. Alors, c'était absolument fantastique. À quoi ressemblait la communauté francophone à cette époque-là, Joyce? Les gens participaient, hein, étaient là pour cette radio-là. Je pense que vous sentiez beaucoup l'appui du public. Bien, moi, j'ai toujours pensé que la radio... les gens qui écoutaient la radio avaient le désir de durer. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes une des plus petites communautés francophones au Canada. Et qu'avec l'arrivée de la loi sur les langues officielles, on a ouvert la voie à l'ouverture des stations régionales, puis on a vraiment assisté à la création de tout un réseau de diffusion de notre culture. Et on faisait des nouvelles, de l'information, oui, mais tout était toujours remis en perspective en pensant à notre francophonie. Parce qu'elle était fidèle, elle a toujours été fidèle. Nos auditeurs ont toujours été fidèles. Ils ont toujours compris que ce lien-là entre la communauté, la radio, on était tous là pour se serrer les coudes. Nous avions des lois éditoriales où il fallait respecter l'indépendance éditoriale des pupitres. Mais en même temps, on savait très bien que l'importance, c'était la nouvelle de la francophonie. C'était un peu le Facebook de l'époque, la radio. Mais c'est une belle comparaison, ça, c'est vrai. Je pense que oui. Je pense que les gens voulaient s'entendre
Comme sur Facebook, les gens veulent voir ce qu'ils ont mangé. Ils veulent voir comment ils ont fêté. Ouais. Et nous, on leur montrait, parce qu'on n'avait pas l'Internet dans ce temps-là. Je me rappelle quand on était journaliste et on travaillait au reportage radio et télévision. On travaillait sur 2 plateformes comme journaliste à la Salle des Nouvelles. Et puis, je partais avec mes 25 sous dans ma poche. Parce qu'on n'avait pas les téléphones portables à l'époque. Et puis, j'allais écouter à la Cour provinciale de Colombie-Britannique un procès. Et puis, vers l'heure du midi, je courais avec mon 25 sous pour aller enregistrer mon reportage de 50 secondes pour la radio. Et puis, après ça, mon caméraman venait me chercher pour... mon caméraman venait me chercher pour faire le Il est reportage encore là, je crois. à la télé. C'est lui qu'on l'entend. D'ailleurs, on dit bonjour à Canella en passant. Oui, elle a vraiment une voix de radio. Hein, Oui, c'est ça, on l'entend. Comme sa maîtresse. C'est accent chihuahua. Ça, Oui, c'est ça. Oui. Exact. Elle m'avertit toujours, hein, parce que c'est ma gardienne. Ben Au oui. Mexique. Elle est là pour vous. Brigitte, on parlait du lien avec le public. Vous étiez là avec ces gens-là. Vous leur avez parlé, vous les avez guidés à travers la programmation pendant des années, aussi 30 ans de carrière ici. Comment ça se passait le lien avec la communauté à cette époque-là, au début de ces années-là, justement? Eh bien, justement, comme le souligne Joyce, le lien avec l'auditoire, c'est primordial quand on travaille aux communications. Le lien avec l'auditoire, mais aussi avec la communauté francophone. Et effectivement, je pense, comme Joyce, qu'ils ont toujours été extrêmement fidèles. Et puis, on a toujours eu leur appui. On leur a, nous aussi, donné notre appui. Parce que c'était quand même toute une aventure. En effet, c'est une petite communauté, mais qui a grandi. Oui. Alors, qui a changé. Énormément changé. Et non seulement les francophiles, etc. On a eu un public et on a toujours un public très diversifié, parce que justement, on est à Vancouver et justement, j'écoutais ce monsieur Mongeau qui disait qu'il était dans un petit village, il est temps qu'il revienne, parce que vraiment, là, autant le petit studio, je pense, où il était, et puis celui où on se trouve ce matin, on a fait du chemin. Ça a bien changé, oui, effectivement. Oui. Et quand on parle d'auditeurs, j'en ai un devant moi, alors c'est incroyable, parce que justement, on s'est connus comme ça au téléphone, lorsqu'il me demandait... des renseignements, en fait. C'est bien mon travail. La grille horaire, s'il vous plaît. Ah oui, la grille horaire. La nouvelle saison de Radio-Canada. Bien entendu, puisque c'est bien pour ça qu'on est, aux communications, faire connaître notre programmation, tisser des liens avec notre auditoire. Et ce monsieur, justement, était un auditeur très fidèle. Et puis, justement, c'était dans je pense, des portes ouvertes. Puis tout d'un coup, il est venu vers moi. Oh, on s'est reconnus avec nos voix. Ah oui, parce que vous parliez tout le temps au téléphone. Oui, c'est ça. Donc, de se rencontrer. Rencontrer, la communauté. Tony, vous êtes toujours là. Moi, je suis ici depuis bien des années. Maintenant, porte ouverte, vous venez nous voir, vous nous rencontrez, vous nous parlez. Et ce lien-là avec la communauté a changé, bien sûr, au fil des années. Mais il y en a toujours eu des moments de rencontre. En voici un extrait. Rebonjour tout le monde, c'est Marc Roy et Amadeus 2000 en direct du Studio 16 à la Maison de la Francophonie à Vancouver, 1555 7e Avenue Ouest. On est ici pour le Radioton pour lever des fonds pour la Maison de la Francophonie. Le numéro de téléphone est le 736-6979. On est en train de compléter l'heure du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique. Les jeunes sont encore au téléphone. On vous invite à les appeler et faire des dons. Le total de la journée... Ben oui, il y en a eu beaucoup de ces émissions spéciales-là. Et ça, c'était au Centre culturel, si j'ai bien compris, Denis. La Maison de la Francophonie. Et on ramassait de l'argent dans ce temps-là, donc à cette époque-là. C'était pour donner un coup de pouce à l'effort incroyable que la communauté a mis ensemble à la fin des années 80 pour donner naissance à ce qu'on appelle maintenant la Maison de la Francophonie depuis 1990. C'est une journée spéciale qu'on a fait de diffusion à partir même des locaux qui étaient vraiment pas construits, mais on avait une vue magnifique sur Vancouver, sur la 7e Avenue. Tout le monde connaît le centre culturel, et salade de fruits, tout ça, là. Alors, c'était dans cet édifice qui était tout neuf à l'époque. Et la communauté a vraiment participé pour financer. On vendait des briques, c'est-à-dire vous achetiez une brique.
Pour construire. Oui, c'est ça. Et Joël Arabu a participé, conclu la grande journée et tous les animateurs, Dominique Soutif comme réalisateur, tous les... Caroline Gascon, réalisatrice associée, Oui, qui était réalisatrice associée. Je de me cette souviens pas, émission, par d'ailleurs. contre, combien de sous on a amassé. À la fin, je pense que C'était quelque pas chose complété contre, parce que les comme- gens continuaient de donner après Oui, c'est ça, la d'heure journée en d'heure en spéciale. heure, C'était un samedi qui était de 6 h le matin à 16 Je sais que heures. cette heure-là, c'était terminé par 6-7 000 environ. Ah oui? Quand même, hein? Oui. Pour Oui. une journée de radio. Et les communautés, il ne faut pas oublier les régions. Oui. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Kelowna, à Kitimat, à Prince-Georges, à Victoria, au Yukon, à oui. Whitehorse. Quand je suis arrivé ici, je suis tombé à un bon moment puisque les antennes télévision, la télé venait d'arriver en 76. Je suis ici en 77. Les antennes arrivaient physiquement. Les gens avaient un moyen de retransmettre et pouvaient voir la télévision francophone. Et moi, je devais organiser un show avec la communauté dans une salle et on avait toujours des invités de Montréal qui venaient faire, entre autres, je me suis... On a entendu grogner. Je pense pas que ça soit Joyce, mais je pense que ça soit je pense que c'était Je le me chien. rappelle que Jean-Maurice Bailly était venu à Kelowna pour et évidemment les Joyeux Troubadours et plusieurs personnes à l'époque s'en rappelaient. Est-ce que c'est le vrai Chihuahua de... Ah oui, les Joyeux Vous vous Troubadours, souvenez? ben oui, c'est ça. Qui est là? Les Joyeux Troubadours, ça cognait, c'est vrai. Oui, J'ai entendu des toujours, extraits de ça. Oui. Oui, c'était juste avant midi, avant l'heure du lunch. Alors, c'est ça. Donc, ça m'a permis de connaître l'immensité de la province. Ben oui. Et puis, en même temps, il faut dire que Jacques Bayou m'avait assisté dans chacune de ces étapes. Oui, d'accord. Alors, je suis un peu trop éloigné du micro, comme on dit. On vous a dit ça. Alors, merci, Caroline. Mais Tony, ça devait être agréable aussi comme auditeur, ça, de voir notre radio francophone dans une province, se promener dans la province aussi. Vous donnez des échos d'ailleurs quand on est à Vancouver. C'est bien de savoir ce qui se passe dans d'autres régions en français. Voilà, parce que la radio a commencé ici, bien sûr, en 67. Il y avait seulement un émetteur à Vancouver. C'est ça. Et un peu plus tard, il y avait les émetteurs en Kelowna, Kamloops, etc. Chilliwack, je crois que la première émetteur supplémentaire était à Chilliwack à cause de la base militaire. Mais c'est très surprenant. Au début, Radio-Canada a décidé d'installer la station sur la bande à FM. Oui. FM, très surprenante. C'est vrai, à l'époque, la M était très rare. Parce qu'à l'époque, oui, c'était bien sûr, la radio AM dominait Montréal, CKC, CJMS. Michel a quelque chose à dire? Oui. Je l'interromps parce que le bruit qui courait, le secret le plus mal gardé à Montréal à l'époque où on a émigré vers la côte ouest, c'est que la bande FM s'en venait. C'était véritablement la prochaine révolution technologique, c'était ça. Et en preuve, et ça c'est un peu ironique, c'est que c'est Chaume à Montréal, 97,7, voyez-vous ça? Qui a été qui a été le premier gros hit de la bande FM. Et ça, les ingénieurs de Radio-Canada savaient. En plus, ça éliminait le problème de trouver une fréquence sur la bande AM qui était un petit peu plus achalandée sur la côte ouest et qui coûtait cher en raison probablement plus on monte dans le signal. Autrement dit, si vous vous installez à 6,90 comme c'était le cas à Montréal, c'est moins cher et parce que ça nécessite moins de puissance que si vous vous installez à 12,90 qui doit, comme on dit en mauvais français, pisser plus fort pour rejoindre son monde. Et donc, la bande FM venait régler ce problème-là parce que c'est une modulation totalement différente qui est capricieuse par ailleurs, qui a besoin de réémetteurs, comme vous l'avez mentionné, mais qui, dans un premier temps, pour rejoindre un bassin de population, et c'est ce qu'on souhaitait faire dans un premier temps, qui était celui de Vancouver, fait parfaitement l'affaire. Oui. Là, il nous reste 1 minute et demie, quelque chose comme ça. Évidemment, ça va trop vite, je le savais. Joyce et Brigitte, avant de terminer tout ça, quel souvenir marquant vous gardez? Quelle place est là maintenant, la radio de Radio-Canada, dans votre cœur? On va commencer par... trop. Ouais. Il y en ça aurait représente trop. quoi? Je vais faire un petit cadeau. Je pense que les Jeux du Commonwealth à Victoria, ça a été une grande aventure
parce que nous étions là du début à la fin des Jeux avec toutes les émissions, commençant aussi par l'émission du matin et finissant par une émission nationale le soir. Parce que, faut le dire, Vancouver a toujours été un centre de production. Je veux dire, c'est sûr qu'on sert notre public ici, mais on a toujours aussi produit pour Montréal. Oui. Et pour Montréal, donc pour le national. Et puis, on a effectivement, après, je veux dire, comme vous dites, on n'a pas de temps, mais on parlait des fréquences tout à l'heure. Eh oui, les fréquences, c'était pas évident non plus quand on a demandé la chaîne culturelle. Il y avait plus de fréquences. Là, je veux dire, c'était difficile tout ça. Mais on l'a eu, la chaîne culturelle, parce qu'effectivement, on avait des gens ici, Sylvia, on avait André qui travaillait. Et on l'avait pas, cette chaîne culturelle. Alors, quand on l'a eu. Après, ça a été Espace Musique, Ici Musique, enfin bref, et tellement de choses. Alors, c'est pourquoi que, non, je n'en ai pas de nommer j'en ai quelque chose, trop. bien sûr. Alors, je me fais ce petit cadeau quand on s'est déplacé au Jeu du Commonwealth. C'était un petit... C'était un travail vacances. Et, oui, peut-être pour vous. Oh non, on était là de 6h justement jusqu'à 21h, les communications secondaires, appuyer toutes nos équipes, mais c'était un beau cadeau. Sinon, c'est toujours, évidemment, toujours pareil, l'auditoire, la communauté. Joyce, qu'est-ce que... je sais que Joyce nous écoute toujours beaucoup, est toujours là pour défendre l'importance de ce lien-là avec la communauté francophone. Joyce, oui, pour vous, qu'est-ce qu'il y a dans vos souvenirs que vous souhaitez souligner? Bien, moi, mes souvenirs, c'est le souci de la survie de ma langue. Si je la parle encore aujourd'hui, après avoir vécu près de 40 ans dans l'Ouest, c'est bien sûr à travers des institutions comme Radio-Canada, la radio et la télévision. Et c'était le vouloir de célébrer notre culture et d'archiver, de documenter. Est-ce qu'on aurait une maison de la francophonie qu'on a achetée, comme Denis le disait? Est-ce qu'on aurait un conseil scolaire francophone? Est-ce qu'on aurait la gestion de notre propre éducation en français? Est-ce qu'on aurait eu la chance d'entendre les témoignages des gens qui ont visité Expo 86? On avait un angle particulier à offrir au reste du pays. Alors, c'est cette célébration et c'est ce désir de durer. Alors moi, je dis longue vie à la radio de Radio-Canada, bon 50e. Merci. Et j'espère que les gens vont continuer à se battre pour bien archiver, pour que dans 50 ans, on fasse comme Denis Bouvier, qu'on puisse retrouver des reportages qui ont du contenu et qui racontent l'histoire de la francophonie en Colombie-Britannique. Et je salue tous les auditeurs de Radio-Canada. Il vous salue aussi, je suis sûre, et il y en a beaucoup qui doivent s'ennuyer de cette voix-là, Joyce, j'en suis convaincue. Je vais vous garder avec moi, finalement, on m'a donné la permission de vous garder. La radio de radio... On est tellement attachant. C'est ça, on s'attache à vous, alors on vous garde, que voulez-vous. Là, il est 7h43, et Julie Landry, je le disais, a préparé des reportages pour ces 50 ans de la radio. Et de nombreux francophones de la province se sont battus, bien sûr, pour que la radio publique soit diffusée ici. Et pour eux, cette présence-là allait être un outil pour la survie de la francophonie. Hein. Vous l'avez dit, M. Nigran, d'ailleurs. Elle a rencontré, Julie, une des personnes qui voulait à tout prix entendre du français dans son salon. Voici donc le reportage de Julie Landry. Je m'appelle Marie Robillard, puis j'habite en Colombie-Britannique depuis 1960, mais à Victoria depuis 1961. Mon mari travaillait pour le ministère des Transports et puis ils ont ouvert une base de la garde côtière en 62, mais ils l'ont envoyé avant pour installer la garde côtière. On arrivait d'Ottawa, mon mari travaillait à Ottawa. Je suis née à Montréal. Quand je me suis mariée, après ça, on a fait 6 mois aux États-Unis. Mon mari étudiait et puis on a eu une position en arrivant à Ottawa. Quand vous êtes arrivé ici, donc au début des années 60, vous souvenez-vous de la place qu'occupait le français à cette époque-là? À l'époque, tout le monde était presque catholique, les francophones. Alors, il y avait beaucoup de monde à la paroisse. Il y avait assez de monde pour avoir 2 messes.
Et puis, les francophones avaient ramassé de l'argent, puis ils ont acheté la paroisse en 57. Moi, je suis arrivée en 61, alors ça marchait très bien. Donc, il y avait des rassemblements de francophones, mais à ce moment-là, on peut rappeler qu'il n'y avait pas d'école francophone. Ah non! Puis il n'y avait pas Radio-Canada. Non, pas Radio-Canada, pas de télévision, puis pas de radio, puis pas d'école d'immersion même. Il n'y avait rien. C'était la ville la plus anglaise au pays. Je me souviens d'avoir écrit une lettre à mes amis au Québec disant que je ne croyais pas rester ici à cause que mes enfants, il n'y avait pas d'école française. À Vancouver, il y avait l'école Saint-Sacrement. Puis moi, je pensais être mutée à Vancouver. Mais après quelques mois à Vancouver, ils se sont rendus compte que l'ouvrage de la base côtière, c'était autour de l'île, surtout, puis dans l'Arctique. Ils nous ont mutés ici. Puis là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'école française. Je faisais parler mes enfants français, mais ils ont été à l'école anglaise parce qu'il n'y avait pas d'école française. D'ailleurs, tout le monde me disait « Oh, ils vont s'angliciser ». Mais ça me faisait quelque chose parce que je voulais absolument que mes enfants gardent le français. Est-ce que vous étiez avant auditrice de Radio-Canada, donc vous aviez déjà ça, puis vous vous attendiez à avoir ça ici? Non, on n'avait pas Radio-Canada. Non, mais au Québec, là, avant de déménager ici, est-ce que vous suiviez ça? Avant de déménager, ben, c'était quelque chose d'acquis. On ne savait pas qu'on était pour le manquer. On écoutait la radio française. Chez nous, chez moi, chez mon mari aussi, même à Ottawa. Mais on ne pensait pas qu'on le perdrait, tandis qu'ici, on avait peur de le perdre. Quand on a peur de le perdre, ben, c'est là qu'on travaille pour l'obtention. Vous écoutez la voix française de Radio-Canada sur la côte du Pacifique, CBUF-FM, Vancouver. On l'a eu à Vancouver, alors j'étais un peu déçue. Mais mon mari m'a acheté un radio, je me rappelle encore, Blow Punk. Puis, parce que je trouvais ça allemand. Puis avec ça, je pouvais capter les ondes de Vancouver très, très bien. Alors, j'avais toujours la radio française de Radio-Canada. Vous êtes à l'antenne de CBUF-FM, une voix pour toutes les oreilles. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois avec votre poste là, spécial que vous avez pu capter la radio française ici? Ah oui, je me rappelle, certainement. J'ai invité des gens. On était à peu près 6, je pense. Je me souviens pas trop. Puis j'avais la radio, mon Blow Punk. Et puis, je l'ai mis pour entendre la première émission. Puis c'était des cérémonies d'ouverture. Mais la première émission, c'était les Joyeux Troubadours. Qui est là? Les Joyeux Troubadours! Et entrez, voyons! Entrons! Durant toute la semaine, les Joyeux Troubadours ont confiance en leur veine et rigolent toujours. Ce sont des philosophes, au lieu de s'affoler devant une catastrophe. Se mettent à répéter. De ne jamais croire toutes ces histoires, c'est comme ça qu'on est heureux. Ah, puis là, j'ai eu les larmes aux yeux, je les ai encore. Et puis, ça m'a vraiment touchée. Parce que c'est ce que j'entendais au Québec, chez nous. Et puis, c'était la première émission, je ne l'oublierai jamais. Puis on a trinqué, hein? On a pris un verre et puis avoir la radio française, ça faisait, c'était en 1967, alors ça faisait 7 ans que j'habitais ici, alors ça, on l'avait manqué. C'est comme ça qu'on est heureux. J'ai même fait des petites émissions, ben pas des émissions, mais ils me téléphonaient de Vancouver pour... J'avais un theme song, comment on dit ça, un theme song en français? Alors, bonjour Marie! Bonjour Marie, je suis content que tu reviennes. Puis moi, ben, j'étais encore dans mon lit, bien souvent, parce que c'était des fois à 6h30 qu'ils m'appelaient. Puis là, je donnais toutes les nouvelles de Victoria. Qu'est-ce qui se passait à la Maison française? Tu sais, il y avait l'Alliance française, le Club canadien français, puis la paroisse. Alors, on avait 4 places à donner des nouvelles. Et puis, je faisais ça une fois par semaine, je pense. Bonjour Marie, quel est le bon vent qui t'amène? Je suis encore reconnaissante de l'avoir obtenu en 67. Je leur souhaite un bon 50e. Puis je leur souhaite un autre 50e pour fêter le 100e.
C'était Marie Robillard de Victoria qu'on salue chaleureusement, vraiment, et un reportage préparé par Julie Landry. C'est extraordinaire ce que nous dit Marie Robillard et c'est très, très émouvant, je dois dire, ce moment-là où on l'entend dire ce que ça voulait dire pour elle, cette première journée de diffusion. On n'a pas idée aujourd'hui de ce que ça voulait dire. Moi, j'ai l'impression on a oublié ça parce que, bon, je parle pour ma génération, bientôt, c'est acquis la présence radio-canadienne en milieu anglophone maintenant. Mais moi, je trouve ça extraordinaire d'entendre ça, cette réaction-là. Si vous me permettez, oui, Marie, je vais pousser le bouchon, mais effectivement, les souvenirs de Mme Robillard, ça me touche parce que je me souviens très bien que la journée de l'ouverture, après les discours qu'on avait entendus, d'ailleurs, c'était Alphonse Ouimet qui était là pour l'ouverture, le président à ce moment-là de Radio-Can, il y a des gens qui nous appelaient en pleurant. Puis dans les semaines qui ont suivi, les gens nous appelaient en pleurant. Et ça, c'était très touchant. Et pour revenir sur le point que soulevait Tony tout à l'heure par rapport à la diffusion sur la bande FM, quand on est arrivé, on a aussi mis à l'antenne des cours de français. Ça a été un coup de génie de Gérard Binet, notre directeur de la station à l'époque. Des cours de français qui nécessitaient que les auditeurs aient en main un feuillet qu'on avait fait imprimer à Montréal avant d'arriver et qu'on distribuait par la poste où les gens pouvaient venir à la station les chercher. Et de chez eux, ensuite, il y avait en interaction réelle à la radio des cours qu'on diffusait et les gens pouvaient suivre ces cours-là. Donc, Tony, vous seriez épargné l'aller-retour. Je ne sais pas, mais en parlant des émissions, la belle madame a rappelé les joyeux troubadours. Oui. Pour moi, c'était le premier bulletin d'information, le bulletin d'heure. Si je peux rappeler bien, c'était la première émission. Et il y avait une animatrice avec une très belle voix séduisante, sensuelle, parce que pour nous, sur les ondes de CBC, il y avait simplement les animateurs. Mais comme je vous ai dit, la première fois que j'ai écouté la radio française, c'était un bulletin d'heure avec une animatrice comme Catherine Deneuve. J'ai imaginé que Catherine Deneuve était derrière le micro. La radio. Mais c'est une très belle voix, très bon bulletin d'information. Et je me disais, bon, c'est formidable, la radio française. Voilà. Brigitte me rappelait tantôt aussi, il y avait du hockey à la Oui, c'est ça, j'allais radio. dire à M. Mongeau, mais c'est cours de français. Moi, je me souviens pas de ça, je travaillais pas là à ce moment-là, mais ça s'adressait à qui? Parce que les anglophones, je crois qu'ils ont appris le français en écoutant le hockey à la radio. Oh, yeah. C'est venu plus tard. Oui, je sais. C'est venu plus tard, le hockey à la radio. Je sais. Mais ce que ces cours-là avaient fait, c'est qu'il y avait eu une augmentation, mais sérieuse, de la vente des appareils FM. Oui. Mais oui. Il y a eu une statistique là-dessus. Ça a duré quelques années, là. Ouais. C'est incroyable. Puis Brigitte, je dis au hockey parce que vous me racontiez des choses tout à l'heure. C'est vrai, ça, les gens là aimaient ça, étaient contents de ça, le hockey à la radio pendant des années. Et quand ça s'est arrêté, vous avez reçu quelques téléphones. Ah non, mais vraiment, les anglophones, ils écoutaient le hockey à la radio. Puis là, en français. En français, oui. Pour eux, c'était d'une importance capitale. Alors tout d'un coup, effectivement, la radio prend du sens pour tout le monde. Là, je veux dire, chacun y trouve. Pardon? J'étais content d'entendre les Canadiens se faire planter en français. Oh, yeah. Oui, mais pour revenir à Mme Robillard, on était un peu bavard, on n'a pas tout entendu. Je pense qu'on pourra le réécouter, ça, sur Internet, c'est ça? Ah oui, n'est-ce pas? sûr. Hein. On était un peu bavard pendant que... Non. On pourra réécouter ça avec Mme Robillard, bien sûr. Sur Internet. Sur Internet. J'aimerais ajouter juste pour la question du français, là, moi, quand je prends l'autobus ici, là, souvent j'entends la radio musicale de Radio-Canada parce que la musique... Ça, on se fait dire tout le temps. La musique à l'antenne ici est appréciée par un nombre incroyable d'auditeurs. Alors, c'est un plaisir incroyable de se promener avec... Parce que ça, je veux faire parler de Joyce à ce sujet-là. Joyce, la culture à Radio-Canada, ça a toujours été important, bien sûr. Et ça, les gens qui écoutent la CBC n'ont pas le même rapport avec la culture que Radio-Canada a. Joyce, je ne sais pas si vous avez senti ça pendant les années, à quel point c'est important pour les auditeurs d'entendre parler de culture en français. Bien sûr. Bien sûr, à Radio-Canada, radio et télé, on a été des chefs de file en ce qui a trait à la diffusion de la culture.
Et il y avait des émissions, l'émission du matin, par exemple, on avait une chronique culturelle à chaque jour à la radio qui nous amenait au théâtre, au cinéma, toutes langues confondues. Là, on couvrait les événements et il y a eu vraiment un effort à ce niveau-là. Même que les Anglais nous ont copié à un moment donné. Ils ont dit, ça rassemble la culture parce que, en fait, nous, on s'est toujours forcé pour essayer de montrer, de trouver des façons de partager de faire du réseautage, comme Facebook, là. Donc, quand on disait, on va après Prince George couvrir les danseurs du Pacifique, la troupe folklorique, c'était un beau prétexte, finalement, pour faire parler les gens de leur région, de leurs problèmes, de leurs difficultés de survie, parfois. Alors, on en profitait toujours à travers la culture pour montrer et pour rassembler. Donc, il y avait des événements et on y allait. On ne se demandait pas si c'était du communautaire ou si c'était du professionnel. On y allait pour mettre des microphones partout dans la province. Il y avait les messes. Je me rappelle, pendant le temps de Noël, on allait voir le curé pour permettre aux gens de savoir à quelle heure les messes de Noël. Bon, c'était communautaire. Oui, bien sûr, mais c'est important. Oui, mais c'était communautaire, mais ça permettait, encore là, ça permettait aux gens de sortir sur le parvis de l'église et de partager en français. Donc, il y avait toutes sortes d'événements qui avaient rapport à la culture, bien sûr. Je pense que tout tournait autour de la culture. Et bien sûr, moi, ma vie a toujours été dans les arts, au théâtre et tout ça. Alors, c'est pour ça que je suis devenue journaliste au socio-culturel très vite dans ma carrière et qu'on avait notre émission culturelle qui était diffusée partout au Canada. Donc, on montrait au reste du pays ce qui se faisait de mieux à Vancouver. Et plus tard, évidemment, à la radio, la même chose. Ça a toujours passé par le culturel. La francophonie, nous sommes une culture distincte et nous y tenons. Alors, bien sûr que les réunions éditoriales nous menaient à donner beaucoup, beaucoup d'importance à ça parce qu'on savait qu'on établissait nos fondations avec la culture. Là, il nous reste 2 minutes top chrono et là, je pourrais pas étirer le temps. Je suis pas magique. Il va falloir laisser le bulletin national. C'est ça. En terminant, qu'est-ce que vous lui souhaitez à cette radio-là pour les prochaines années? Denis, je vais vous demander d'être bref. Moi, je pense qu'il faut continuer à faire écho des activités dans nos organismes francophones, amener à l'antenne le plus possible, parce qu'il y a eu une évolution. On parlait, par exemple, de culture. Théâtre de la 16e, par exemple, 40 ans et plus maintenant. Je veux dire, la Maison de la francophonie, la Fédération des francophones, enfin, ces gens-là sont arrivés ici, ils ont mis des efforts et on a Éducascentre, on a plein de choses. La radio a toujours fait écho à ça. C'est ces gens-là, moi, que je veux saluer. La radio est là pour eux. On doit continuer à leur parler, bien sûr, à s'occuper d'eux. On parle beaucoup de nous présentement, mais c'est pour eux qu'on est là. Tout à fait. Absolument. Brigitte, qu'est-ce que vous souhaitez en terminant à la radio? Qu'elle continue? Continuer à tisser des liens avec l'auditoire, présence dans le milieu. Et puis juste en terminant, j'ai commencé entre mer et montagne, j'ai fini la force d'un réseau, radio, télé, Internet, et que tout se poursuit. Michel, en quelques secondes? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que l'argent trouvé à Coquitlam dans des enveloppes hier, c'est à moi. Et CBUF, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. CBUF, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Il reste 24 secondes, Joyce. Un mot pour les 50 prochaines années? Bien, je pense pas que tout soit acquis. Il faut continuer à trouver des Madame Robillard. Oui, et effectivement. Les laisser parler oui, d'amour. Tout à fait. Les laisser parler d'amour. Pour moi? Au revoir tout le monde. Que la radio culturelle continue. Oui, elle va continuer. Et on s'arrête là-dessus, malheureusement. Aux nouvelles, tout de suite, on se retrouve après.